Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est une belle journée qui se termine avec vous, au 0826 300 300, et avec Philippe David. Ça va, mon Philippe? Oh, ça va très bien, ma chère Cécile. C'est toujours un bonheur d'être avec vous tous les soirs. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai un souvenir ému. Ah. Il y a 25 ans aujourd'hui, le 31 octobre 1999, j'ai vécu un orgasme de 80 minutes. Est-ce que vous voulez que je vous fasse écouter un petit morceau? Bah bon, ça m'arrive tous les jours, je vois pas le problème. Allez-y, tiens, on écoute. Christophe Dominici a pris le ballon. Il a passé. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Ça vous rappelle quelque chose? Déjà, je pense très fort à la famille de Christophe. C'était le premier essai de France-Nouvelle-Zélande 1999, demi-finale de la Coupe du Monde à Twickenham. On mange, on ramasse, et Dominici va mettre un essai. C'est le début de la deuxième mi-temps, et là, pendant 40 minutes, j'étais au 37e ciel. Wow. C'était énorme, et tous les ans, le 31 octobre, j'y pense. Ah bah écoutez, on est ravis, si vous le dites, de partager ça avec nous. Non, mais c'est très bien, en tout cas. Vous savez que c'est quand même la radio du rugby, c'est quand même nous. Alors, vous avez bien raison de le rappeler. En tout cas, aujourd'hui, 0826 300 300 avec nos vraies voix dans quelques instants. Et au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. Il faut que nous soyons révolutionnaires. Tout un programme. Formule signée Gérald Darmanin. Hier, l'ancien ministre de l'Intérieur tenait la première réunion de réflexion sur son nouveau mouvement politique baptisé Populaire. Reste à se frayer un chemin entre Renaissance, bientôt présidé par Gabriel Attal, Horizon, Édouard Philippe, mais aussi ses anciens amis LR. Alors, est-ce que c'est finalement le trop-plein dans la Macronie après Gabriel Attal et Édouard Philippe? Est-ce le bon timing pour lancer un mouvement alors que le pays n'arrive pas à voter un budget et a un gouvernement qu'on peut dire fragile? Et à cette question, y a-t-il un espace politique pour Darmanin? Vous dites non à 94%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité, Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Et puis à 18h30, vous l'avez vu certainement, cette information dans le coup de projecteur des vraies voix. C'est la nouvelle infamie des talibans dans l'effacement des femmes de l'espace public et de la société afghane. Le régime leur interdit désormais de se parler entre elles, ce alors que l'ONU prône de réintégrer l'Afghanistan des talibans au sein de la communauté internationale. Le pays était représenté par exemple lors des Jeux Olympiques. Alors parlons vrai, assiste-t-on à une nouvelle extrémisation des talibans, si c'est encore possible? Est-ce que l'Afghanistan est définitivement perdu aux mains de ces mêmes talibans? Et à cette question, interdiction aux femmes de se parler, faut-il mettre l'Afghanistan des talibans au banc des nations? Vous dites oui à 82%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels ainsi que les vraies voix au 0826 300 300. Et notre invité sera Sarah Kalenia, avocat en droit de l'homme et en droit humanitaire. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger qui se déshabille. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il a commencé son striptease. J'arrête là au grand déplaisir des dames. Et nous sommes aux premières loges. C'est peut-être que c'est l'orgasme de 80 minutes qui lui a inspiré ça. C'est drôle parce qu'il enlève sa veste, il fait un tour sur lui-même, il se rassied. Absolument. C'est tout un spectacle. Mais vous avez connu le 7e ciel, tout de même, pas seulement le 37e. Donc et au vous niveau, avez une belle chemise. Au niveau du déshabillage, on en reste là, Philippe Bilger. Ok, très bien. Je ne poserai pas la même question à Sandrine Pégan qui est avec nous, avec un pénaliste. Moi, je suis pas au style. Je me doute bien, oui. J'ai déjà aussi enlevé la veste. Vous savez, Sandrine, la vérité est valable lorsqu'elle est nue. Pas mal. Mettez-vous à l'aise, Sandrine, tout va bien. Ça va bien se passer. Il fait chaud d'un coup. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre. Et qui a gardé sa veste. Et qui a gardé sa veste. Oh, plus pour très longtemps, à mon avis. C'est un frileux, Sébastien. Je vais essayer de rester un peu sérieux, quand même. Dans cette ambiance un peu... L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, exactement. En tout cas, ce numéro 0826 300 300, vous l'utilisez assez régulièrement et on vous en remercie. Et Paul est avec nous du Lot-et-Garonne. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Paul. Oui, bonsoir à tous et merci de me donner la parole. Avec plaisir. Et votre coup de gueule, c'est l'agriculture française qui vit le plus grand plan social de l'histoire de France, selon vous. Oui, disons qu'aujourd'hui, on a eu, suite aux manifs agricoles, on a eu une météo détestable qui a compliqué vraiment la vie des céréaliers. On a eu des virus qui ont compliqué énormément la vie des éleveurs. Ensuite, on a une pyramide des âges qui est quand même plutôt vers le haut. Et on est incapable d'envoyer des signaux positifs pour installer les jeunes, parce que ce qui intéresse les jeunes, c'est pas de travailler, c'est de travailler en ayant des revenus dignes et une reconnaissance, parce que le problème aujourd'hui est nourrir,
c'était un métier très noble il y a quelque temps, parce qu'on se disait, si ces gens-là ne travaillent pas, on n'aura rien sur nos tables. Et aujourd'hui, on n'arrête pas de nous taper dessus, les pseudo-écolos et compagnie. Et aujourd'hui, on est face à une défiance en fait du monde agricole qui ne comprend pas pourquoi, en travaillant toujours plus, on est méprisé, on n'est pas écouté, on est inaudible et nos problèmes sont caricaturés. L'an dernier, on manquait d'eau. Cette année, on en a trop. Oui. Et on y est pour rien. On y est pour rien. On subit. On va faire réagir. On va faire réagir, si vous permettez, Paul. Sud Radio accueille régulièrement les doléances, les plaintes des agriculteurs et à chaque fois, leur situation ne change pas. C'est dramatique et évidemment, tout le monde, enfin, j'espère tout le monde est conscient de ces difficultés et c'est une catégorie qu'on adore. Sébastien Ménard. Oui, c'est une catégorie qu'on adore, dont on est solidaire, que moi je fais travailler. Filière nourricière, je rappelle quand même. Et dans le cadre de ce que je fais dans la food tech, la réalité c'est que c'est un sujet super complexe, l'agriculture, parce que le dérèglement climatique, ça va pas s'arrêter. Je pense que le niveau d'aide et de perfusion européenne est à son maximum. Mais c'est pas pour tous les agriculteurs, c'est notamment les céréaliers. Je vais au bout. C'est évidemment pas pour tout le monde. Faire vite quand même. Et que face à tout ça, on a des consommateurs qui cherchent, quoi qu'on puisse leur raconter, qui cherchent à acheter des pommes 10 centimes le kilo. Donc c'est ça le vrai problème. Bien sûr, absolument. Paul, merci en tout cas de ce coup de gueule merci à vous, et on sait que Sud Radio est toujours très très bienveillant vis-à-vis de tous les gens qui travaillent, pas que des agriculteurs, et ça c'est très bien. Absolument, et notre micro vous est ouvert, et vous, il est ouvert bien entendu, au moins jusqu'au qui c'est qui l'a dit, parce que là, Paul... Là par contre, je vous préviens, ils sont pas du tout bienveillants les autres. Non. Là, non, mais c'est bon. Vous oubliez la bienveillance. Et c'est souvent des blagues à 10 centimes pour le coup, et on les aime bien. Bon, les vôtres. Vous restez, bien sûr, mais moi j'assume totalement. Allez. Les amis, on fait une petite pause dans un instant, le réquisitoire du procureur. De quoi va parler le procureur ? On va parler des femmes, des épouses des personnalités politiques. Ah, pourquoi vous me regardez comme ça ? Je suis pas mariée avec un politique. Parce que peut-être je vous imagine un avenir quand l'homme de votre vie sera première dame. De se lancer en politique. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Je vais répondre aux États-Unis qui me demandent qui vous avez en vraie voix aujourd'hui. Alors c'est United States of America qui nous appelle, parce qu'ils veulent savoir exactement de quoi on va parler et qui sera autour de cette table. Donc écoutez bien, nos amis américains. Philippe Bilger est avec nous, Sandrine Pégan, avocat pénaliste, et Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. Voilà, comme ça. Je sais pas ce qu'ils en feront, mais en tout cas, j'ai pas bu. Non, me regardez pas comme ça, Philippe. Tout va bien. Je suis très en forme. Comme les Américains, Don. Exactement. Qu'est-ce que ça donnerait si vous buviez ? C'est ce que dit ma mère. Elle me dit heureusement, merci Jésus. Félix Mathieu, dans un instant, les 3 mots dans l'actu. De quoi parle-t-on ? On va parler du bilan qui monte à au moins 158 morts dans les inondations en Espagne. Les recherches de survivants se poursuivent. Du SNU, le service national universel, qui a bien du plomb dans l'aile. Et puis de Donald Trump qui prend la pause en éboueur dans un camion Ben. En 3 mots, survivants, service et poubelle. On en parle dans un instant. La voix est au producteur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Les épouses des personnalités politiques ont-elles du poids ? C'est votre réquisitoire, monsieur le procureur. Et c'est du poids au sens politique, bien sûr, pas du poids au sens pondéral. J'ai eu cette idée qui n'est pas très originale lorsque j'ai vu que Melania Trump, ce matin, pour une fois, est intervenue en faveur de son mari en disant je suis très impressionné par lui. Ça m'a fait penser à d'autres interventions, notamment le mari très discret de Kamala Harris qui à un moment donné avait dit du bien d'elle. Pour ne pas songer à la première dame Brigitte Macron qui intervient beaucoup dans la vie politique de manière discrète la plupart du temps, mais qui a souvent influencé son mari pour le choix de certains ministres dont, à mon point de vue, qu'ils n'étaient pas les meilleurs.
Mais donc je me pose la question suivante. Est-ce que on a voté pour une épouse ou est-ce qu'on vote pour un homme lorsqu'il est à la tête du pouvoir américain ou français? J'avoue que tout en respectant profondément les femmes, en tout cas celles qui sont ici ce soir, je suis gêné lorsque je vois que dans l'action politique, il y a des influences sur lesquelles je n'ai pas de prise. Je n'aime pas cette impression dans une démocratie que des choses se passent, des décisions se prennent, alors qu'il n'y a pas de légitimité. Derrière tout grand homme, il y a une femme. Vous êtes d'accord avec ça? C'est exactement ce que j'allais dire. Vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est pas les bien, grands Philippe. esprits se rencontrent. Après, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais Philippe, il y a un leadership des femmes aujourd'hui. Et Melania Trump, la pauvre, est-ce que vous pensez véritablement qu'elle a son mot à dire quand elle dit « j'admire mon mari », est-ce qu'elle peut dire autre chose, finalement? Par rapport à elle, c'est pas faux. Non mais justifier, dire qu'elle aime son mari et être influente, ça, effectivement, ça, c'est pas du tout la même chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'elle est très influente sur son mari. Ah bon? Ah ouais, ouais. Moi, je pense pas, moi. C'est pas parce qu'on intervient peu dans l'espace politique et médiatique qu'on n'est pas influente. Mais Philippe, est-ce que c'est pas son meilleur ami en fait? Est-ce que en tant qu'épouse, alors si c'était une femme à la présidence et envers son mari, est-ce que finalement son conjoint, c'est pas celui ou celle en qui on fait peut-être plus confiance? Dans l'idéal, c'est ça. Et puis ça vous gêne? Non, ça n'est pas ça qui me gêne. Mais je ne voudrais pas, par exemple, même aux États-Unis, qu'on nomme des gens à la place de celui si qui doit les Donald nommer. Trump est élu, qu'en réalité, elle ait une influence pour les choses bien qu'il était susceptible de faire à cause de sa femme. Mais en fait, ce que vous dites, c'est valable chez tout le monde. C'est-à-dire que vous avez des tas de chefs d'entreprise qui ont des conjoints collaborateurs, des femmes notamment, qui ont une influence sur le patron, sur le mari. Sur la stratégie. Vous avez ça chez les footballeurs. Donc moi, je suis pas choqué qu'il y ait ça chez les politiques. Vous avez ça partout en fait. Et je suppose que. Oui, mais conjoint collaborateur, c'est un vrai statut. Non, mais quand je dis ça, je suis d'accord. L'épouse, l'entraîneur. Mais ce que je dis, c'est que nous ne sommes qu'une somme d'influence, surtout quand on vit à deux, quand on vit en famille, quand on a cette chance-là. Voilà, enfin moi, je suis influencé par les gens qui m'aiment et les gens qui m'entourent et les gens avec qui je vis. C'est pas eux qui prennent des décisions. Je prends des décisions, mais elles peuvent être influencées. En tout cas, on peut s'inspirer et garder notre libre arbitre. Pardon. Moi, je veux dire, l'homme politique peut s'inspirer aussi de son épouse. S'inspirer, ça ne veut pas dire qu'il est influencé, mais il garde son libre arbitre. Et Philippe Billiger, je me posais une question. La femme la plus influente, elle était plus en couple avec son mari. C'était Danielle Mitterrand. Vous l'expliquez? Oui, elle a même fait des gaffes en politique étrangère. Oui, mais ils avaient des désaccords très forts, à tel point d'ailleurs qu'ils ont décidé de mener des vies indépendantes sur tous les plans. Vous avez raison, elle était de gauche. Non mais regardez Philippe David, depuis qu'il est amoureux de Sophie, il a bien changé et en mieux. Voilà, comme quoi, s'il y a des côtés positifs. Ça a du bon. Ça a du bon. Il a des influences, vestimentaires. Mais en même temps, un homme, c'est quelqu'un qui ne subit pas n'importe quelle influence, quoi. La femme aussi. Voilà, exactement. Allez, merci beaucoup Philippe Billiger. J'ai concédé à la parité. Et on vous en remercie. Aviez-vous le choix? Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont survivants, services et poubelles. La recherche frénétique de survivants se poursuit dans le sud-est de l'Espagne. Les inondations ont fait au moins 158 morts selon le tout dernier bilan. Le service national universel a bien du plomb dans l'aile. Les députés et sénateurs ont coupé les crédits du SNU lors des débats budgétaires. Cette mesure phare des années Macron à destination des jeunes. Et puis Donald Trump avec un gilet fluo déboueur dans un camion poubelle. Les ordures deviennent un quasi signe de ralliement dans cette fin de campagne aux États-Unis. Les vraies voix Sud Radio. La dévastation, la recherche frénétique de survivants et le deuil. Dans le sud-est de l'Espagne, le bilan des terribles inondations vient de passer à 158 morts au moins. Carmina habite à Valence, dans une partie de la ville qui n'a pas été touchée, mais son fils a dû partir à pied pour vérifier que les grands-parents injoignables étaient toujours en vie. Mes parents habitent un petit village à 5 km de Valence. Ils sont dans un état catastrophique. Et je peux même pas parler avec eux. La connexion Internet téléphonique
ne fonctionnent pas, ils n'ont pas d'électricité, ni d'eau. Comme il n'y a pas d'électricité, le courant électrique est coupé. Donc, il y a des aliments pourris dans le frigo, il y a tout. Ils ne peuvent pas sortir non plus parce qu'il y a de la boue partout. C'est incroyable. C'est vraiment les inondations plus meurtrières qu'on a eues en Espagne. Des familles entières qui n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. Carmina de Valence avec Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez renouvelle ce matin ses appels à la prudence. Il souligne que l'épisode de mauvais temps n'est toujours pas terminé. Deuxième mot, le service national universel a du plomb dans l'aile. Allez hop, 10 pompes Philippe David. Et puis on remet sa chemise dans son Bermuda s'il vous plaît. Le bon vieux salut au drapeau. Madame Doménibus, on articule quand on chante la Marseillaise s'il vous plaît. Le SNU. Et la Macronie tenait quand elle était aux commandes. Sauf que patatras, les députés, les sénateurs ont coupé les crédits du dispositif, ou en tout cas fortement raboté. Pourtant le gouvernement continue malgré tout d'affirmer qu'il tient à maintenir ce dispositif. Ce SNU, c'est ce qu'a affirmé ce matin par exemple le ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian. Sur le territoire, j'ai pu voir des jeunes qui étaient ravis de ce passage dans le SNU, qui avaient un regard différent sur l'engagement, sur les forces de l'ordre, sur la gendarmerie, sur les militaires, sur les cérémonies patriotiques que nous pouvons avoir dans notre territoire. Et moi, j'ai vu beaucoup de jeunes qui ont trouvé un sens à l'engagement, qui on peut-être changé de perspective sur beaucoup de choses et je trouve que l'initiative est intéressante. La mettre à la poubelle et considérer qu'on doit revenir en arrière dessus et l'arrêter, ce serait dommage. Nombre de députés ont pu voir sur le territoire des jeunes hyper engagés et hyper fiers d'avoir participé au SNU. Guillaume Kasbarian ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Vous voulez réagir, Sébastien Ménard? Alors je suis pour les coupes budgétaires, je suis pour faire des économies, je suis pour trouver des solutions autres que l'impôt. Mais là, c'est une énorme connerie. On est ici sur cette antenne, sur ces différents plateaux, tout le temps en train de dire que la jeunesse se dérobe, qu'elle a souvent honte du drapeau, qu'on ne sait pas cultiver le sentiment d'appartenance, le respect, la diffusion des valeurs de la République. S'il y a bien un truc qui permettait d'habiller des jeunes en bleu, blanc, rouge, de leur faire participer effectivement à des cérémonies, des commémorations, à des choses qui, quelque part, sont la version ultra light, et je pèse mes mots, de ce qu'était la conscription il y a quelques années, il y a plus de 20 ans maintenant. Je me dis, mais on marche sur la tête. Alors là, je comprends pas. Là, pour le coup, je ne comprends pas cette décision. Le ministre n'est pas en état de carence intellectuelle, en tout cas, il a raison. Ah bon? Oui, il a raison. D'accord. Comme c'est lui aussi, ma chère Cécile, qui proposait 3 jours de carence. Oui, d'ailleurs, il a réaffirmé sa volonté de lutter contre l'absentéisme des fonctionnaires. Je sens que je suis d'une rapidité ce soir. Fulgurance, là. C'est pas suivi il a parlé même par Philippe David avec retard, ce qui est rare. Il a aussi parlé d'ailleurs de rémunération au mérite des fonctionnaires. Très bien. Guillaume Kasbarian. Allez, le troisième mot, chers amis, poubelle. Cela devient quasi signe de ralliement aux États-Unis. Oui, Donald Trump est apparu en meeting vêtu d'un gilet orange fluo hier et dans un camion poubelle logoté aux couleurs de sa campagne. Trump, il était très fier de son coup, haranguant la foule à la fenêtre du véhicule. Je l'aime beaucoup, mon camion. Ce camion, c'est en l'honneur de Kamala et de Joe Biden, lance-t-il. Et voilà ce qu'on pourrait appeler un peu la poubelle boomerang. La polémique qui se retourne. À l'origine, la campagne Trump était affaiblie par cette sortie d'un intervenant en meeting qui avait traité Porto Rico d'île d'ordures. Mais Joe Biden ayant retourné le compliment contre les supporters de Donald Trump en les traitant d'ordures eux-mêmes, eh bien ces derniers, les Trumpistes, la jouent. Oh my God, les démocrates nous insultent. Et quand bien même Kamala Harris a pris ses distances hier, on l'entendait avec la déclaration du président Biden sur les ordures, eh bien elle n'aura donc pas pu empêcher Donald Trump de surfer finalement sur cette vague de poubelle à désormais 4 jours de la présidentielle, ça se rapproche. Est-ce que finalement c'est pas poubelle la campagne pour Donald Trump? Oui, mais n'empêche que Donald Trump, il sait exploiter les bêtises de ses adversaires. Ah oui, mais il a raison. Et apparemment, ce matin, j'ai été sur une autre chaîne, de manière scandaleuse d'ailleurs. Comment fait-il que Donald Trump non seulement remonte, mais d'aucuns qui connaissent bien les États-Unis sont prêts à parier sur sa victoire. Mais c'est quand même cette arrogance-là qu'on doit quand même aussi donner à M. Trump. Mine de rien, il va certainement sensibiliser une partie des électeurs qui sont encore indécis. Et je pense qu'il a raison en fait de tout tenter. C'est ça. Sébastien?
Oui, enfin, je suis pas spécialement convaincu par les effets de manche et les effets de com de Trump. Il surfe là-dessus, il a raison ou pas, je ne sais pas. Mais enfin bon, quand on voit les images du camion poubelle tout neuf, etc. Trump un peu endimanché avec un espèce de gilet jaune pour faire le buzz et faire l'image. Si les États-Unis sont réduits à ça, ils vont pouvoir bientôt faire du meeting sur du trio. Ouais. Voilà, si c'était en France, peut-être qu'ils mettraient ça dans les meetings. Félix. Bravo. Merci beaucoup. Servir des frites dans le camembert. Oui, après on peut faire plein de choses. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur Gérald Darmanin qui a inauguré l'un de ses premiers petits déjeuners de son mouvement populaire avec Horizon et Renaissance. Darmanin peut-il trouver justement sa place dans l'échiquier politique? Alors parlons vrai, est-ce le trop plein dans la Macronie après Attal et Édouard Philippe? Est-ce le bon timing pour lancer un mouvement alors que la situation politique du pays est pour le moins compliquée? Et à cette question, y a-t-il un espace politique pour Darmanin? Vous dites non à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et avec nous pour en parler, Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Petit mot comme ça, un mouvement populaire qui s'appelle Révolution, enfin populaire, dans le 7e arrondissement pour le premier rendez-vous. Est-ce qu'on n'est pas un peu décalé? Pas un peu décalé, c'est clair. Allez, on en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Sandrine Pégan et Sébastien Ménard. Et on va parler maintenant, c'est l'heure du grand débat. Et il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas Cécile? Oui Philippe David, il y a beaucoup de choses à dire. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mais c'est l'émancipation pour Gérald Darmanin. Et il retrouve sa liberté de ton, l'ancien ministre de l'Intérieur. Le bilan est sévère. La promesse de relancer l'ascenseur social de 2017 n'a pas été tenue, juge Gérald Darmanin. Alors il veut la lancer, lui, cette droite sociale. Et prendre le temps de réfléchir ensemble, d'écrire, de penser, de voyager, c'est prendre le temps de construire l'avenir. C'est que nous vivons de toute évidence un moment qui est un moment particulier sans doute de notre vie politique, mais que je qualifierais à bien des égards comme un moment dangereux. Il y a une insincérité dans ce monde politique très élitiste dont fait partie Darmanin, qui découvre sur le tard ce qu'est la France populaire. Darmanin a enlevé sa cravate parce qu'il trouvait que ça faisait plus peuple. Il croit se rapprocher comme ça des gens. Mes chers amis, l'avenir commence et c'est le premier jour du reste de notre vie. Il faut que nous soyons révolutionnaires. Tout un programme, une formule signée par Gérald Darmanin hier. L'ancien ministre de l'Intérieur tenait sa première réunion de réflexion de son nouveau mouvement politique baptisé Populaire. Reste à se frayer donc ce chemin entre Renaissance avec Gabriel Attal, Horizon avec Édouard Philippe, mais aussi notamment avec des anciens amis LR. Alors parlons vrai, est-ce que la présidentielle est déjà lancée puisqu'il faut avoir son écurie et qu'après Gabriel Attal sur EPR, c'est maintenant Darmanin qui lance son écurie? On pense aussi, mais plus en avant, à Édouard Philippe. Est-ce qu'il peut l'emporter dans la lutte fratricide inéluctable avec Édouard Philippe et Gabriel Attal? Et à cette question, y a-t-il un espace politique pour Darmanin? Vous dites non à 96%. Vous voulez réagir? Les vraies voix attendent la confrontation avec vous au 0826 300 300. Et notre invité Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci beaucoup. Bruno Cotresse, Philippe Bilger, encore un petit nouveau dans la bataille. D'une part, une grave entorse de ma part, puisque je ne vais pas être d'accord avec ce que j'ai entendu de la part de nos chers animateurs. Je considère que ça n'est pas grave, qu'il ait... comment dirais-je, promu son mouvement dans le 7e arrondissement. Deuxième élément, je trouve que le terme qu'il a choisi, populaire, est remarquablement bien choisi. Et ensuite, vous avez eu raison d'insister sur le fait qu'il désire faire une révolution. À mon avis, je ne crois pas que cela sera suffisant pour le camper comme un possible vainqueur en 2027. Mais je suis persuadé, puisque c'est votre question, qu'au sein du macronisme,
populaire va représenter une voix que ni Gabriel Attal ni Édouard Philippe à l'heure actuelle incarnent. Et au fond, et je termine là-dessus, le souci d'un Gérald Darmanin qui n'a pas découvert le peuple aujourd'hui, il faut être sérieux, je crois que c'était Yvan Rioufol qui disait ça n'est pas vrai. Le souci de Darmanin, c'est d'incarner la fibre populaire de manière opératoire et de la prendre au fond à Reconquête et au Rassemblement national. Sébastien Ménard. Moi, je pense que Darmanin fait ce qu'il a de mieux à faire, c'est-à-dire qu'il prend date, premier élément. Il va s'occuper. Parce que la voix qu'il porte à l'Assemblée, c'est d'abord la sienne, au sein d'une majorité qui n'est plus majoritaire. Voilà. Donc il a besoin de s'occuper, il a besoin de se compter. Je rappelle quand même que parmi tous les prétendants issus de ce bloc central, allez, on va dire de la très à droite de la gauche jusqu'à la droite, on a un illustre très connu qui est éliminé, il s'appelle Bruno Le Maire, qui est out, boum. Alors que vous aviez jusqu'alors Édouard Philippe d'un côté, vous aviez Bruno Le Maire ensuite, vous avez Gérald Darmanin en embuscade, Attal, etc., n'existait pas. Okay ? Donc aujourd'hui, ça se rééquilibre. Donc le fait que Darmanin ait une partition à jouer, évidemment. Aujourd'hui, si on regarde les différentes études d'opinion, etc., il n'est pas parmi les 2-3 personnalités issues, entre guillemets, de la Macronie ou de ce qu'il en reste, mais il est 4 ou 5. Voilà, donc il est quand même dans la course. Voilà. On a vu que l'actualité politique locale, notamment les sujets sur la gestion de la ville du Havre, qui est une gestion aussi catastrophique que la ville de Paris, peut-être que ça hypothéquera en temps voulu la candidature d'un Édouard Philippe, qui est évidemment intellectuellement très sérieux. Et puis quant à la candidature Attal, je pense Gabriel a plein de qualités, mais on surjoue sa capacité aujourd'hui à représenter les électeurs de droite qui ont voté pour Emmanuel Macron. Moi, je vais rebondir sur la terminologie que vous venez d'employer. Partition, oui, à jouer, mais partition très réduite. Et puis, moi, clairement, en tant que citoyenne, je vais me consacrer et me concentrer sur le fond. Sur ces 4 dernières années, le fiasco au Stade de France. Alors, certes, succès sécuritaire des JO, sauf que moi... C'est pas mal quand même. Oui, très bien. D'ailleurs, en plus, au niveau du barreau de Paris, on avait organisé une permanence pour nous, les avocats, pensant qu'avec la manne de touristes, on allait avoir beaucoup plus de délits et de crimes, et puis finalement non. Donc oui, succès sécuritaire des JO, parfait. Sauf que record de la violence, record de l'immigration. Donc moi, je me dis qu'au niveau de l'espace qui lui est offert, c'est un espace... C'est pas la faute de Darmanin, tout ça. Bah, c'est mine de rien, c'est quand même lui qui était aux commandes. C'est pas de la faute du ministre de l'Intérieur quand vous avez... il a mal géré. Il a mal géré, c'est au niveau de la gestion. Ça, c'est votre appréciation. Bruno Cotresse est avec nous, balle au centre, politologue. Mais pas pour moi, mon cher Philippe Bilger. Mais je ne suis pas d'accord avec... Non, vous n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais non, c'est notre appréciation à chaque fois qu'on parle. Oui, c'est la vôtre, mais ça ne fait pas l'unanimité. On dirait Françoise de Gois. Allez, je suis désolé. Bruno Cotresse. Non, mais on ne cherche pas à ce que ce soit unanime d'ailleurs. Allez, on y va. Je pense qu'effectivement, ça a été dit à l'instant, il est dans les 5-6 personnalités qui sont perçues comme ayant de l'avenir, ce qu'on appelle la cote d'avenir dans les enquêtes d'opinion. Et c'est vrai que quand on regarde la popularité dont il dispose chez les sympathisants, on va dire de Renaissance, les macronistes, ou chez les sympathisants des Républicains, il est assez bien placé. Alors il est toujours placé derrière Gabriel Attal et Édouard Philippe, néanmoins. Donc il est effectivement dans le trio ou dans le quatuor de tête. Exactement. Et c'est vrai qu'il n'est pas au premier rang. Par contre, quand on regarde la sociologie de qui soutient Gérald Darmanin, on voit que c'est pas très différent au fond de ses compétiteurs issus du même camp. Et pour le moment, on n'a pas vraiment un engouement des catégories populaires pour une candidature de Gérald Darmanin. Alors, c'est à lui aussi de démontrer sa capacité à parler à ces catégories populaires, mais il ne peut pas parler aux catégories populaires sous le seul angle sécuritaire, immigration. Les catégories populaires, c'est quand même d'abord et avant tout les questions de pouvoir d'achat, les questions de justice sociale. Et c'est vrai que le handicap de Darmanin, de ce point de vue-là, ça va être quand même qu'il est perçu comme quelqu'un qui est issu de la Macronie et issu des LR, mais fondamentalement issu de la Macronie. Donc voilà, c'est peut-être le handicap dont il va souffrir. Philippe Bilger veut réagir.
Bruno, même si j'ai considéré Gérald Darmanin comme l'un des ministres les plus valables dans un gouvernement qui ne brillait pas par ailleurs, est-ce que on peut considérer que le fait qu'il venait des Républicains à l'origine et d'une passion forte pour Nicolas Sarkozy, puis ça a été ensuite le macronisme et aujourd'hui le lancement d'un mouvement populaire, est-ce que ça peut donner de lui une image fluctuante, un peu instable, ou est-ce que vous considérez qu'il reste fidèle profondément à ses principes ? Je pense que comme toute personnalité politique, il y a de la sincérité, de la fidélité à un certain nombre de principes. Ça n'est pas effectivement, ça a été rappelé, ça n'est pas d'aujourd'hui que Darmanin veut incarner une droite dite populaire sociale. Il a toujours été sur ce créneau et il l'a interprété à la Sarkozy. De ce point de vue-là. Donc c'est vrai qu'il y a de la loyauté. Par contre, c'est vrai qu'à l'âge qu'il a maintenant, il a atteint l'âge de raison. Il faut que s'il veut que son projet politique aille plus loin, il affirme clairement quelle est sa particularité à lui, et notamment quelle est sa particularité à lui vis-à-vis de ce qu'ont été les Républicains, sa famille politique. Est-ce que c'est sur l'économie ? Au fond, est-ce qu'il trouve que les Républicains sont trop libéraux, sont trop à droite et tapent trop sur les fonctionnaires, par exemple ? Est-ce que c'est sur le sécuritaire, où il trouve que la droite n'a jamais été assez loin, mais maintenant il y a Retailleau. Donc voilà, il va falloir qu'il affirme qu'est-ce que c'est, au fond, fondamentalement, que le darmanisme, si je puis dire. Qu'est-ce que vous attendez ? Tiens, vous êtes électeur d'Emmanuel Macron. Vous attendez un candidat qui vienne de la gauche, comme Gabriel Attal, ou de la droite, comme Darmanin ou Philippe ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Ben on va y aller 2 secondes. Sébastien Ménard, Paul est avec nous pour une réaction. Oui, bonsoir. Moi, disons que de mon point de vue, je pense que le débat aujourd'hui est indécent. Il reste quand même encore quelques années à Macron, sauf s'il décide de partir. Darmanin, il a trahi l'air pour entrer à Macronie. Alors, je ne sais pas qui peut fédérer. Moi, je pensais qu'il allait faire un tandem avec Rachida Dati. Moi, je le voyais bien parce que tous les deux revendiquent des racines de l'autre côté de la Méditerranée. Ça peut parler à un certain électorat. Maintenant, pour moi, ils ne sont pas crédibles. Aujourd'hui, tous les gens qui ont participé au quinquennat de Macron, pour moi, ils sont éliminés. Et j'espère qu'ils seront éliminés, parce que vu l'état du pays, je pense quand même qu'il y a un certain manque de compétences. Darmanin, on le trouve bon parce qu'il est arrivé après Castaner, quoi. Oui. Bon, moi, je serais les ministres de l'Intérieur derrière Castaner, j'aurais été un peu sérieux, je pense qu'on m'aurait pris au sérieux. Voilà. Sébastien Ménard. Sébastien Ménard, qui ne doit pas être d'accord. Non, je suis absolument pas d'accord avec ça. Déjà, on n'est jamais mort en politique. Il suffit de voir la résurrection de François Hollande à l'Assemblée nationale et le poids politique qu'il avait totalement perdu, qu'il est en train de reprendre. Ouais, une résurrection à minima, que vous passez de l'Élysée à député. Non, Philippe David, il faut pas confondre le statut électif qui est le sien et l'influence politique et le poids politique qu'il est. Aujourd'hui, dans tous les arbitrages, dans les réunions de groupe à l'Assemblée nationale, et je ne suis pas socialiste ni LFiste, je le précise, les arbitrages, il les gagne. C'est-à-dire qu'il met en minorité Olivier Faure, qui est son obsession première, c'est de mettre en minorité Olivier Faure. Pour lui faire perdre le PS. Pour lui faire perdre le PS, et surtout pour tenter de se relancer en organisant la scission chez LFI. Donc aujourd'hui, on n'est jamais mort en politique. Est-ce que avoir servi le président de la République, Emmanuel Macron, est une honte ? Moi, je m'inscris totalement en faux avec ça, et pour cause, je l'ai fait. Donc je dis simplement attention. Oui, mais après, il y a des gens, regretter. Il y a des gens, non, mais il y a des gens très valables. Il y a des gens très valables qui ont servi le président de la République. Il y a des gens beaucoup moins valables qui ont servi le président de la République. Et aujourd'hui, vous avez évidemment toute une classe politique sur laquelle il va falloir compter. Cette réaction, Bruno Cotresse, de Paul, de dire que plus proche possible du président, est-ce que ça peut avoir un impact pour lui ? Oui, parce que forcément, si Gérald Darmanin veut aller plus loin, il va forcément être associé dans l'opinion bilan d'Emmanuel Macron. Il l'a quand même beaucoup incarné. Il a été présent dans l'équipe d'Emmanuel Macron dès le début, dès 2017. Il a occupé différents postes ministériels très importants, mais c'est surtout à Beauvau, le ministère de l'Intérieur, qu'il a incarné. Donc forcément, il va être comptable, ainsi que ses autres compétiteurs, du bilan d'Emmanuel Macron, avec une grande différence avec Édouard Philippe, c'est qu'Édouard Philippe est sorti en 2020. Oui. Donc ça fait quand même une très grosse différence. Ça fait 4 ans de différence sur donc Gérald Darmanin. C'est frais ça qu'il a. Voilà, il a un vrai enjeu qui est comment va-t-il s'affirmer à la fois comme ayant participé sur de très nombreuses années
au macronisme et en même temps nous dire qu'il a autre chose à raconter, qu'il incarne une autre voie. Et c'est ça qui ne va pas être complètement simple parce qu'il va être associé dans l'opinion quand même au bilan d'Emmanuel Macron. Allez, 0826 300 300, Hélène est avec nous. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute Hélène. Ouais. Moi, je suis cadre de santé en EHPAD dans un établissement de la fonction publique hospitalière à Toulouse. Et je peux vous dire que je suis non seulement déçue, d'abord pour Darmanin, qui n'a aucun espace, avec le gouvernement Macron, comme je suis d'accord avec les gens qui sont passés avant moi. Mais au-delà de ça, quand je vois comment on a volé le résultat de ces élections, quand je vois comment le RN, qui avait promis de combattre la réforme des retraites, a voté exactement contre la Macronie, a voté pour la Macronie, je pense qu'il y a une seule chose à faire, c'est que j'ai envie de déchirer ma carte d'électeur et de ne plus jamais voter parce que je ne crois plus en personne en fait. Qu'ils soient de droite, de gauche ou du milieu, pour moi c'est terminé. Politique, ce sont que des gens qui... C'est une bataille d'ego. Restez avec nous, Hélène. Sandrine voulait réagir a priori. Pardon, Sandrine. Mais justement, la différence là avec son nouveau mouvement, c'est qu'il ne veut plus il ne veut plus proposer aux électeurs de dire voilà, on va faire tel programme. Il veut au contraire un échange, parce que c'est ce qu'il prône et c'est les réflexions. Donc il veut plus à chaque fois dans son programme dire eh bien on va faire ci, on va faire ça. Au contraire, il est là en train d'essayer de voir ce que les autres puissent proposer. Donc et j'avoue, je le dis très respectueusement à l'égard de cette auditrice, la réaction qu'elle a me paraît la pire à partir du moment où on souhaite voir changer une société et s'améliorer une politique. Pour le faire, il faut au moins accepter de participer, même comme un opposant résolu à ce système. Oui, mais après, on peut comprendre qu'à force de voter, d'être toujours déçu, qu'à un moment donné, on n'est plus envie. Oui, voilà. Oui, mais même alors, s'il faut continuer. Oui, mais alors, ma chère Cécile, on ne râle pas. Tout à fait. Oui. Ah, bah voilà. Réponse d'Hélène. Hélène, vous êtes avec nous? Elle est là, Hélène? Non, on n'a plus Hélène. On n'a plus Hélène. Bon, on va prendre Bruno elle est là. Hélène. Réponse de Philippe Bilger qui dit bah oui, si on déchire sa carte d'électeur, après on peut plus râler en fait. Oui, non, mais je sais bien, mais c'est un coup de colère en fait. Oui, non, mais on a compris. On a compris. Mais ça veut dire que là, quand même, Hélène, aux prochaines élections, peut-être à l'échéance dans 2 ans et demi, vous retournerez aux urnes, quand même. Oui, je tournerai quand même aux urnes, mais ce sera en fonction des personnes qui seront là et je peux voter blanc si personne ne correspond à mes attentes. Ah oui, bien sûr. Oui, ça c'est autre chose. Merci beaucoup, merci beaucoup Hélène. Ben voilà, vous l'avez récupéré, déjà. Bravo, merci beaucoup. Merci les vraies voix, l'arme anti-abstention. Bruno Cotrez d'avoir été avec nous, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit avec Paul. Vous allez pouvoir vous venger sur les vraies voix, Paul. Vous allez pouvoir gagner. Hein? Pas sûr. Ah non. Mais si, pas perdant, ça va le faire. Non, je ne pars jamais perdant dans l'agriculture. Ah ben voilà, ça c'est bien. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et aujourd'hui, autour de nous, Philippe Bilger, Sandrine Pégan qui est avec nous et Sébastien Ménard et Super Paul aussi du Lot-et-Garonne. Paul, ça va ? Ça va, tout va bien, merci. Eh ben, il faut lancer le jingle, allez-y. Allez, qui c'est qui l'a dit? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Sans faute, hein. Sans faute. Mais ça, c'est du lancement. Hein. Il est bon. Allez, écoutez, Paul. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Sur le 49.3, il faut purger les radiateurs. Bayrou? Non. Bonne réponse de Philippe Bilger. Comment il a dit ça, Philippe Bilger? J'ai sauvé l'honneur. Tranquille. Gérard Larcher, président du Sénat et plombier à ses heures perdues. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Nous sommes en train d'assister à une overdose fiscale dans l'examen de la loi de finances. Paul. Marine Le Pen? Non. C'est un ministre. Ne vous battez pas, les vraies voix. Ils n'ont pas mis. Ministre. Retailleau. Non. Un indice. Non, un ministre. Il s'occupe de l'argent.
L'argent, Martin. Saint-Martin. Laurent Saint-Martin. Merci, vous nous avez aidé, là. 2 points. 5 points en tout déjà. Ne soyez pas jaloux. C'est pour ça qu'à la pause, il est sorti, il est allé chercher les... Voilà, vous êtes allé à la machine à café. Il est allé chercher l'inspiration, surtout. Qui c'est qui l'a dit 2 points, Philippe, c'est vous, non? Non, 3 points, c'est vous, points. juste après. C'est moi. Je sais pas lire. Voilà, 3 points. Yacine Bellatar est un sinistre personnage. Paul. Zemmour. Non, Aurore Berger. Bonne réponse, Aurore Berger. Ce matin, oui. Ouais. Absolument. Ça fait 3 points pour Sébastien Ménard. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Qui c'est qui l'a dit sur les fonctionnaires? Nous devons travailler sur l'amélioration des conditions de travail et débureaucratiser. Kasparyan. Bonne réponse de Paul. Et oui, Guillaume Kasparyan. Radio ce matin. Qui c'est qui l'a dit 3 points? Quand on jette en pâture les fonctionnaires et leur absentéisme, ça crée chez moi une forme de colère sur la stigmatisation. Binet? Non. Alors là. Allez-y, c'est un député. Il a le même nom de famille qu'une jeune femme qui tweete tout le temps. Et qui est économiste. Rousseau? Oui. Oui, mais comment son prénom? Sandrine Rousseau. Aurélien. Non, Aurélien Rousseau. Pas du tout. 3 points. Bien tenté. Sandrine. Non, rien. Qui c'est qui l'a dit? Walou. Qui c'est qui l'a dit, Paul, à 3 points? On l'a jamais cité. Alors je vais vous dire, c'est une ministre. C'est pas 3 points, c'est 12 points qu'il faut. Vouloir l'abrogation de la réforme des retraites sans rien proposer de sérieux n'est pas responsable. Paul. Genevard. Non. C'est Maud Bréjon qui l'a dit. Non. Ah tiens. Non. Elle est ministre du Travail. Bouvet. Bonne réponse, Astrid Panosyan-Bouvet. Exactement. Astrid Panosyan-Bouvet. 12 points, j'ai pris 12 points. Attendez. Non, c'était une boutade. Vous restez à 2 points, c'est bon. Non mais. Maître Pégan, c'est quoi cette arnaque là, sans déconner? Allez, qui c'est qui l'a dit 1 point sur le refus du RN de voter le retour de l'ISF. Nous souhaitons taxer la fortune financière et pas la fortune immobilière. Paul. C'est une députée de votre région. Députée Madame Laporte? Non, pas de votre département, de votre région. Ah, notre région. Alors, Edwige Diaz. Bonne réponse, Edwige Diaz, députée RN. Bon, vous l'aviez pas, de toute façon, autour de la table, on est d'accord? Qui c'est qui l'a dit, Paul, sur le brevet des collèges? Il faut revenir à la vérité des notes et à un vrai diplôme. Paul. Voilà, qui c'est qui est ministre de l'Éducation? C'est ça. Bonne réponse de Paul. C'est Anne Genetet, la ministre de l'Éducation. Mais dis donc, il est hyper fort. Mais attendez, il y a quand même du retard encore. Ça s'appelle une humiliation. Oui. Allez, une remontada. Oui, une remontada. Allez, 1 point. Qui c'est qui l'a dit sur les livres de Jordan Bardella? Ce sont les syndicats qui ont déclenché cette petite vendetta personnelle. La SNCF est tombée dans le panneau. C'est bien dommage. Paul. Marine Le Pen? Non. C'est Jean-Philippe Tanguy. Bonne réponse de Sébastien Ménard, Jean-Philippe Tanguy. Dommage, c'est qu'un point, c'est bête. 1 point. Allez, qui c'est qui l'a dit à 1 point? Une dernière question. Qui c'est qui l'a dit sur l'Ukraine et le Proche-Orient? L'Europe doit se réveiller. Paul. Retailleau? Non. Ça finit pareil. Barrot. Bonne réponse de Sébastien Ménard. C'est pas possible. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires vous connaissez la meilleure, non? Avec ce point, il a égalé Philippe Bilger. Mais non. 8 in extremis. Les 2 derniers points, il a fait sa remontada. Est-ce qu'on m'a pas grugé quelque part? Non, on s'est compté. Oui, on va vérifier quand même, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et les amis. 8, 4 pour Paul. Et Sandrine était partie en audience pour défendre un prévenu ou une prévenue. Sandrine, vous avez fait une empreinte dans cette émission, mais pas dans le qui c'est qui. Je vous le dis tout de suite. Malheureusement, oui, j'assume. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. On pense bien à vous et on vous aime. Merci beaucoup les amis. Merci. Et c'est bientôt la fin de l'année. Philippe David comprendra ce que je veux dire. Ah oui, magnifique. Notre colis habituel. Ah oui, tous les ans, Paul nous envoie d'excellents foie gras du Lot-et-Garonne. On déguste à l'antenne et on le remercie à chaque fois. Ah bon, je m'en souviens pas. Et il nous envoie ses fraises aussi qui sont fabuleuses. On déguste à l'antenne. Vous dites à chaque fois on les déguste à l'antenne et quand j'en veux, il n'y en a plus.
Oui, parce que vous avez tout mangé. On en mettra davantage. Merci, voyez, moi je suis utile. Merci d'avoir joué avec nous, Paul, et d'avoir participé à cette émission. Si, comme Paul, bien sûr, vous voulez participer, c'est simple. Aude vous attend au 0826 300 300. Dans un instant, le journal, juste après la météo, et après, ça va râler. Ah bah ça va râler avec l'accent de Marseille. Ah oui, d'accord. De chez moi. Bah, ça tombe bien. Ok, allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est les vraies voix du jeudi comme chaque jeudi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, c'est fou, non? Bravo, mais vous savez, Cécile. Je vous l'apprends comme ça parce que c'est compliqué. On parle de Descartes, je pense, où je suis, c'est autre chose. Non, je sentais que l'information, il fallait la dire. Voilà, elle a été dite. Voilà, bon, on passe à autre chose maintenant. Oui, je sais. Elle avait des cartes à jouer. Je sais, on a discuté toute l'après-midi avec Philippe David en disant on le dit ou on le dit pas. Il m'a dit allez-y, balancez tout. Donc voilà, je l'ai dit. Philippe Bilger est avec nous, Sandrine Pégan et Sébastien Ménard. Et vous au 0826 300 300 avec Philippe David, bien sûr, jusqu'à 19h. Et ce numéro de téléphone sur lequel vous laissez des messages, on les écoute comme chaque jour. Bonjour, Simone de Castelravin. Franchement, c'est bon, quoi. On va pas se repentir jusqu'à perpète de ce qu'on fait, ce qui a été fait au siècle précédent. Hein. Nous, on n'est pas responsable de ce que les autres ont fait. Si vous avez un parent qui est criminel, vous n'allez pas vous repentir pour ce qu'il a fait. Vous êtes malheureux, mais je veux dire, vous n'en êtes pas responsable. Voilà, on est responsable des actes que l'on commet. Ce qui a existé a existé. Ce qu'il faut, c'est faire mieux. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir. C'était une remarque sur l'édito d'Elisabeth Lévy et mon coup de gueule d'hier où je disais qu'on n'allait pas faire des repentances à répétition. Elle a tout à fait raison. Il n'y a aucun problème. C'est juste. Sandrine Pégan. Oui. Sébastien Ménard. Pas mieux. Voilà, pas mieux. Comme ça, elle a 3-10. C'est magnifique. Voilà. Ça, c'est l'unanimité. Et en revanche, dans un instant, qu'est-ce qu'il va dire, Philippe David? De quoi va-t-il parler? Et pourquoi est-il en colère? Ça va se passer entre la Canebière, Notre-Dame de la Garde, la Timone, le Vieux-Port. Vous voyez dans quelle ville? Attention. Et en plus, on a une Marseillaise. Oui. Mais permettez-moi de vous soulager. Je ne vais pas parler de OM-PSG de dimanche dernier. S'il vous plaît. Voilà. Surtout qu'on avait vraiment une chance de gagner cette fois-ci. Voilà, fallait choisir le PSG. Vous aviez le choix, vous êtes encore trompé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, on en parle dans un instant. Oui, Excel, la mère tape dure. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, comme tous les jours du lundi au vendredi, de 17h à 19h, 0826 300 300. C'est un plaisir de vous retrouver. Autour de la table, toujours Philippe Bilger, et ça c'est bien. Sandrine Pégan est avec nous, avocat pénaliste. Si, c'est très bien aussi. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. Et vous, à ce numéro où vous attend, bien entendu, Aude, qui nous fait un large sourire et qu'on aime beaucoup. Et tout de suite, Sarah. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un clocher qui est probablement celui de Notre-Dame de la Garde, puisque nous allons prendre la direction de Marseille, où la criminalité endémique ne se résume pas, vous allez pouvoir le constater, au trafic de stupéfiants. Dans le quartier de l'hôpital de la Timone, depuis plusieurs jours, les étudiants en médecine ont réclamé une action rapide de la ville après des attaques à répétition au couteau d'étudiants pour les détrousser de leurs biens, en particulier les téléphones et ordinateurs portables. Des agressions qui n'ont pas lieu uniquement la nuit, mais en plein jour, dès la sortie des cours, si on en croit un communiqué de ces mêmes étudiants. Et la question qui se pose est la suivante. Comment expliquer que notre pays soit devenu un coupe-gorge, n'en déplaise à Éric Dupond-Moretti, l'ancien garde des Sceaux, qui manifestement ne vivait pas dans le même pays que les étudiants marseillais ou que 99% des Français, quand il disait que l'insécurité était de l'ordre du fantasme? Comment expliquer que la peur de la sanction soit si faible, qu'on attaque des gens au couteau en plein jour, en sachant pertinemment qu'on n'y risque pas grand-chose et même pratiquement rien? Comment expliquer que malgré les milliards dépensés à Marseille, qui a été la ville la plus aidée de France, la situation continue à aller de Caraïbes dans Scylla? Est-ce que ça ne signifie pas
pas que l'argent ne sert à rien et que la seule chose qui marche, c'est la sanction. Vers quoi doit-on aller? Des étudiants qui se regroupent pour payer des gardes du corps pour entrer de la fac, ou des étudiants qui achètent de quoi se défendre, mais qui malheureusement se retrouveraient plus durement sanctionnés que leurs agresseurs au cas où ils se défendraient un peu trop virilement? Ou préfère-t-on, pour fuir l'insécurité, qu'ils arrêtent leurs études en médecine, la France n'ayant a priori ni déserts médicaux ni manque de médecins? Notre pays part en quenouille et j'ai peur que Marseille soit juste précurseur du reste du pays. Je trouve que votre point de vue est très juste, parce que vous ne vous contentez pas de dire que l'insécurité augmente, que les délits et les crimes en France, qui est une évidence par tous les gens de bonne foi. Mais vous montrez bien à quel point l'aggravation porte sur certains comportements de délinquants et de criminels. C'est-à-dire, on ose faire aujourd'hui ce qu'on ne faisait pas hier, et ça, c'est très préoccupant. On pourrait citer d'autres exemples. Vous qui êtes avocate, et de Marseillaise en plus. Philippe David, vous stigmatisez un peu trop Marseille, parce qu'il n'y a pas qu'à Marseille que ça se passe. Et je peux vous le dire, quand moi je suis dans les tribunaux, et que ce soit à Créteil, que ce soit à Bobigny, il y a de la violence partout. Et de ce genre-là. Quand vous dites que les sanctions sont trop faibles, je vous invite, monsieur David, à venir avec moi dans les tribunaux, dans les prétoires, et vous verrez que les sanctions, elles ne sont pas si faibles que ça. Mais elles ne sont jamais appliquées. Et si, elles sont appliquées quand même. Il y a des mandats de dépôt qui sont décernés, et plus qu'on ne l'imagine. Mais c'est parce qu'il faut arrêter avec ce laxisme judiciaire, parce qu'il n'existe pas, et il est vraiment réel, dans le sens où les sanctions sont présentes. Et je vous l'assure, venez avec moi et vous pourrez constater ça. Donc les violences à Marseille, elles y sont, elles existent, mais partout aussi ailleurs. Mais je pense que Marseille, c'est comme le record. Voir le nombre de narcomicides, on a même créé un nouveau mot. Oui, plus de 50 l'an dernier, c'est comme sur... Et je pense que c'est la seule fac de médecine. Et je pense que c'est la seule fac de médecine où maintenant, on va pratiquement mettre des gardes du corps aux étudiantes et aux étudiants qui sortent des cours. C'est bien malheureux quand même, Sébastien Ménard. Moi, je me pose juste la question, Maître Pégan. Si la justice n'est pas laxiste, si tout le monde fait parfaitement son boulot, pourquoi on a un ensauvagement de la société, on a des actes délictueux qui sont de plus en plus nombreux, et qu'on a et violents, et qu'on a de plus en plus de victimes qui en plus prennent la parole désormais. Mais la justice, elle vient en bout de chaîne, monsieur Ménard. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait aussi un problème au niveau de l'enquête policière, au niveau des interpellations, au niveau après des procédures des dossiers, parce que c'est ça, c'est en fait après, pour qu'il y ait une sanction, il faut bien qu'il y ait véritablement tous les éléments présents au dossier pour asseoir la culpabilité de telle personne. Mais nous, on a souvent sur cette antenne des forces de police qui nous disent que eux font leur boulot, interpellent, sont évidemment sur le terrain, remettent à la justice des délinquants, complètement conscients de ce qu'ils ont fait, et que ça continue, et que ça continue de plus en plus fort, de plus en plus loin, en fait. Oui, mais c'est pas un problème de la justice, parce que la justice, elle sanctionne. C'est le problème, il est en amont. Nous, quand on vient défendre nos clients, c'est aussi par rapport au dossier. Si les enquêteurs, les policiers, ils font mal leur travail, c'est pas de notre fait. Nous, on s'en sert, puisqu'il faut bien à un moment donné que les choses soient faites dans les règles. Donc, quand il y a des soucis, après, nous, on fait le nécessaire pour que les dossiers soient pétés, c'est ce qu'on appelle comme ça dans le jargon. Donc en fait, on vous paye pour faire sortir des délinquants, c'est ça? On nous paye pour faire respecter la procédure, et la procédure, elle doit être régulière pour tout le monde. Allez, ça c'est dit. Tout de suite, le tour de table de l'actu de Vraie Voix. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Vous voulez une petite blagounette qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non, qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table. De l'actualité. C'est votre tour de table, Philippe Bilger. Slimane accusé de harcèlement sexuel par un ancien musicien de sa tournée. Musicien ou technicien. Je ne me suis pas plongé en détail dans cette affaire. Slimane, je trouve qu'il a une belle voix, mais l'apparence ne m'a jamais emballé. Mais peu importe d'ailleurs, il n'avait pas besoin de moi. Non. Mais j'attendais. Ne soyez pas déçus, Philippe. J'attends en fait chaque jour plutôt, quelle nouvelle vedette sera mise en cause sur le plan de l'agression sexuelle ou pire du viol. Et là, j'ai lu que lui, à un moment donné, paraît-il, pris par une envie subite, il a proposé à ce technicien de s'adonner avec lui à des jeux intimes. Et il nie absolument
l'avoir fait. Mais de nouveau, ça va mettre un certain temps pour être résolu. Je ne sais pas si ça le devient un jour, si ça l'est un jour. Si Slimane dit la vérité, ou si l'autre dont le propos a été conforté par tous ceux qui ont été à côté de lui. J'en ai, mais vraiment, sincèrement, marre de tout ça. À chaque fois, on jette l'opprobre sur tous ces artistes ou même sur d'autres personnes, mais le tribunal médiatique, il est pire pour les personnalités. J'aimerais bien qu'il y ait le secret de l'enquête qui soit respecté. Il y a toujours une plainte qui sort, donc qui fuite. Mais là, j'aurais préféré, Monsieur Bilger, en tant qu'avocat général, que vous utilisiez le conditionnel. Parce que Slimane aurait peut-être fait ça. Pour l'instant, on l'a... j'ai dit. Non, mais vous avez dit, il a fait ça. Donc, par rapport... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une plainte, donc il y a un plaignant, mais encore faut-il que derrière, il y ait l'enquête qui soit menée et qu'elle soit menée avec la plus grande sérénité. Là, on jette l'opprobre sur Slimane, donc on est en train de se poser la question de savoir comment ça se fait, si TF1, si Energic Awards l'a protégé ou non, mais ça suffit à chaque fois de faire fuiter toutes ces plaintes. TF1 a maintenu son invitation, hein, oui, j'ai vu ça. Mais laissons l'enquête se faire et on verra, et j'espère, parce que ça fera comme Monsieur Harry Habitant, qui finalement il bénéficie d'un non-lieu, et que cette plainte-là, elle soit classée sans suite, et qu'elle soit pas, et que justement le technicien à un moment donné soit aussi poursuivi, si tant est que véritablement il y a un classement sans suite et qu'il soit poursuivi lui pour diffamation ou pour Habitant, ça a mis 4 ans, je crois. Oui. Et pendant 4 ans, elle est foutue. C'est ça. Et Harry Habitant, c'est unique, ma chère Sandrine, vous êtes redoutable. Vous ne voulez jamais qu'on vous enlève la plaidoirie de la bouche. Sébastien Ménard. Moi, pour paraphraser une phrase assez connue, on vit une époque totalement détestable. C'est pas une époque formidable, c'est détestable. Détestable. Oh, pas surtout quand même. Mais en la matière, je rebondis, ma chère Cécile. Ah d'accord, rebondissez mon sur ce coup de gueule, sur ce tour de table. Ce que je dis, c'est qu'on vit une époque détestable. Si les faits, évidemment, Maître Pégan, vous avez raison, parlons au conditionnel. Si les faits sont avérés, c'est encore une mauvaise nouvelle. Parce que ça voudrait dire qu'encore une fois, on prend un chic type, parce que en tout cas, a priori, pour la ménagère de moins de 50 ans, et pour tous les gamins qui adorent Slimane, c'est un vrai chic type, talentueux au demeurant, qui se serait adonné à des choses qui potentiellement seraient répréhensibles. Et si c'est pas le cas, c'est encore plus détestable, parce qu'effectivement vous citez Harry Habitant, moi je pourrais citer un certain nombre de personnalités publiques ou des chefs d'entreprise, etc., qui ont été mais totalement molestés, traînés dans la boue pour pas dire plus, et qui ont vu leur vie conjugale, leur vie familiale, leur vie entrepreneuriale, leur vie tout court détruite. Voilà. Après, il y en a certains passent sous les radars aussi. Après, et il n'y a pas que des gentils non plus. Hein. Après, c'est bien qu'il y ait aussi la libéralisation de la parole des victimes. Bien sûr. En face, il y a aussi des prédateurs sexuels. Mais le problème, c'est que ça, je trouve que malheureusement, ça donne du discrédit pour les vraies victimes. Parce que donc là, le souci, c'est que donc il y a des plaintes qui sont déposées pour des agressions sexuelles. Donc et finalement, quand il y a des classements sans suite, ces personnes-là ne sont pas poursuivies derrière. Donc c'est tout bénef pour elles. Puisque vous avez la parole, Sandrine Pégan, vous voulez revenir sur les problèmes d'indemnisation du préjudice des habitants suite à l'explosion de Trévise, de la rue de Trévise en 2019. Oui, parce que c'est en plein dans l'actualité. Il y a eu le réquisitoire définitif qui a été rendu mi-octobre sur cette affaire, donc qui a eu lieu presque il y a 6 ans. Souvenez-vous, cette explosion de la rue de Trévise à cause d'une canalisation, et donc la ville de Paris qui a été mise en examen, et on espère qu'il y aura un procès avec des responsabilités pénales à la clé. Mais moi, là où j'en ai marre, et je le vois dans mes dossiers. Oui, aujourd'hui, vous m'avez énervé. Je croyais qu'il y avait qu'un indigné. Non, c'est qu'en fait, dans tous mes dossiers, j'ai des problèmes et des litiges sérieux avec les sociétés et les assurances. Les assurances ne veulent jamais indemniser, alors que là, vous avez un préjudice qui est réel. C'est pas nouveau, ça. Oui, mais j'aimerais bien qu'à un moment donné, on puisse légiférer. D'ailleurs, il y a des associations qui se sont rapprochées du député Sylvain Maillard pour faire en sorte que, dans ce genre de sinistre, où donc là, c'est une explosion avec une canalisation, eh bien, qu'il y ait aussi une indemnisation qui soit provisoire et qu'on n'attende pas l'issue de l'enquête judiciaire pour qu'on... De quoi ? Quitte à la rembourser après derrière non ? Qu'il y ait un peu comme pour les attentats, par exemple, qu'il y ait un fonds. Et là, malheureusement, je vois, moi, tous ces sinistrés qui, depuis 6 ans, ne sont pas relogés, qui peinent à avoir une indemnisation, et qui, là, sont à la traîne, et ça crée encore plus de traumatisme. Voilà. C'est vrai que c'est pas cool du tout. Vous habitez pas loin, vous, je crois, de la rue de Trévise. Oui, mais là, Sébastien. Je peux prendre acte, vous avez totalement raison. Merci, monsieur l'avocat général. Monsieur Ménard. Non, mais les assurances sont souvent un peu
passent à côté de leur mission première. Leur mission première, c'est pas de collecter des fonds, c'est pas de vous envoyer le petit papillon vert une fois par an et les prélèvements mensuels qui vont avec. Moi, je l'ai souvent dit à mon courtier, on était très amis, on l'est évidemment beaucoup moins. Parce qu'en fait, quand vous progressez dans la vie, au départ, vous êtes jeune, vous prenez une assurance, 2 assurances, 3 assurances, 4 assurances, puis vous n'arrive pas grand-chose en fait quand vous vivez seul, vous êtes jeune, etc. Mais après, avec des enfants, avec une maison, avec des véhicules, des machins, etc. Évidemment, ce qu'on appelle les accidents de la vie, vous vous rendez compte de ce à quoi étaient exposés vos propres parents quand ils galéraient pour essayer d'obtenir 3 francs 6 sous ou une quelconque indemnisation. Et à un moment donné, oui, il faut rappeler à ces gens, les gens qui sont à la tête de ces compagnies d'assurance, mais comme les petits courtiers, qu'à un moment donné, on n'a pas, c'est pas une obligation dans l'absolu d'être assuré. On s'assure pour se protéger et pour protéger les autres. Donc quand on a besoin quelque part de faire valoir nos droits, il faut répondre présent, voilà, et indemniser ceux qui méritent d'être indemnisés. Allez, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec la suite des vraies voix. Ce sera le coup de projecteur, pas du tout le tour de table de l'actu de Sébastien Ménard. On reviendra sur le non-événement de Bellatar. J'ai envie de l'entendre ça. On en parle dans un instant. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe Bilger, Sandrine Pégan, avocat pénaliste, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et puis aussi dans la presse libre, avec son tour de table de l'actu, avec ce titre, le non-événement de Bellatar. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec vous. Le non-événement. Mais c'est un non-événement. En fait, ce matin, je me réveillais après une soirée plutôt longue, et je me suis réveillé avec Philippe Bilger à la télévision. Voilà, je ne dirai pas sur quelle chaîne. Et évidemment, Philippe et un certain nombre de ses copains, plutôt de droite, on va dire, très de droite, étaient là en train de dire Bellatar, machin, quel sinistre personnage, c'est une honte de le voir dans la délégation du président de la République, machin, etc. etc. Alors, déjà, il y a 122 personnes qui ont accompagné le président de la République, une centaine qui sont venues par leurs propres moyens. Donc c'est une grosse délégation de 250 personnes, personnalités, il y a des sportifs. Tout va bien. Voilà, etc., etc. Et évidemment, il y a Yacine Bellatar. Alors moi, je suis celui qui peut-être autour de cette table connaît le mieux Yacine Bellatar, puisque dans ma courte carrière politique, il a fait partie de mes principaux soutiens. Moi, je venais de la droite, imaginez. Déjà, ça démarre mal. J'ai le droit, et j'assume. Moi, je sais soutenir les gens qui m'ont soutenu. Yacine Bellatar, quoi qu'on en dise, évidemment, il a été condamné, évidemment, il a tenu des propos, il a eu des postures, etc., des choses qui étaient limites, et pas pour dire que limite, puisqu'il a été condamné. Donc, mais il n'en demeure pas moins que Yacine Bellatar représente quelque chose dans l'opinion publique des jeunes de banlieue, des jeunes issus de l'immigration, de cette 3e génération issus de l'immigration, mais 100% française, parce que le papa de Yacine Bellatar est là en France depuis 50 ans, lui est né en France, il est marié, comme il a l'habitude de le dire, à une Française de souche, il a des enfants qui sont totalement culturellement français, etc. Et évidemment, je vais pas vous le cacher, à chaque dîner que je peux faire avec lui, on se fout sur la tronche, pour pas dire plus, parce qu'on est d'accord sur rien. Mais de là à vouloir museler Yacine Bellatar, de là à vouloir quelque part lui nier le principe même de pouvoir prendre la parole, quoi qu'il puisse dire, quoi qu'il puisse penser, m'exaspère au plus haut point. Et le fait qu'on ait un président de la République et qu'on ait des autorités politiques qui continuent à discuter avec des types comme Yacine Bellatar, il n'a pas fomenté des attentats, il a tué personne, je trouve ça sidérant qu'en France, on puisse monopoliser, comme je peux le voir sur différentes antennes, radio, télévision, etc., le crachoir, le micro, pour critiquer la présence de Yacine Bellatar. Voilà. Donc je voulais le dire. Donc moi je réitère. Oui, c'est ça. Moi c'est surtout ça qui m'a Non mais attendez, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Le fait que il est pas partie du personnage. On voit. Attendez. On voit Yacine, parce que encore une fois on sort les images du contexte. On voit Yacine Bellatar à l'arrivée à l'aéroport. Le mec il vient de voyager, il descend de l'avion. Moi quand je prenais l'avion avec le président de la République, j'étais en costard, j'avais une cravate, etc. Chacun son truc. Après sur toutes les autres séquences officielles, le dîner, le machin, etc. Bellatar
il a ses pompes en cuir, il a son costard 3 pièces et il a sa cravate avec un nœud qu'il faudrait lui apprendre à faire ou à refaire. Voilà. Mais donc, voilà. Hollande, donc là, des fois, ce que je dis, c'est que c'est un non-événement. Le fait que le président de la République ait décidé d'ouvrir le jeu, d'avoir des tas de personnalités françaises d'origine marocaine présentes, c'est une bonne chose, et que quelque part, toutes celles et tous ceux qui puissent penser comme le président ou pas comme le président, parce que je peux vous assurer qu'en l'occurrence, le président Macron ne pense pas du tout comme Yassine Bellatar, mérite d'être autour de la table. Alors, je vous explique. Philippe Bilger avait les yeux en dessous, comme ça, avec les bras croisés. À mon avis, vous allez en prendre une. Non, mais je veux dire, le fait que Yassine Bellatar ait soutenu Sébastien n'est pas la preuve décisive de sa qualité. Non, c'est premier point. Non, ça c'est le premier coup. Mais deuxième point, il est plus important, c'est que l'invitation qui a été faite de Yassine Bellatar par le président de la République, qui l'a validée après l'établissement de la liste officielle, a radicalement plombé une visite capitale et nécessaire. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Mais, et d'autre part, il est scandaleux en soi de faire venir dans une délégation officielle une personnalité condamnée de la même manière que je trouve que le député socialiste n'aurait jamais dû... Il était Renaissance, il était pas Renaissance n'aurait jamais dû être là, et que d'autres personnalités qui n'ont pas été condamnées me semblaient superfétatoires. Donc, derrière tout cela, Sébastien, il y a une sorte d'indécence politique qui a abouti à une catastrophe. La parole est à la défense. 2 secondes, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Non, moi, j'ai pas du tout apprécié, en revanche, la réaction de M. Macron qui dit que c'est anecdotique. Je veux dire, on est président de la République, il y a un sujet avec M. Bellatar, avec sa présence ou non, mais à un moment donné, on ne peut pas dire en tant que président, non, c'est juste anecdotique et je ne répondrai pas. Voilà, c'est tout. Voilà, ok. Allez, l'info en plus. Merci beaucoup, en tout cas. Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et les éditions Dupuis viennent de retirer de la vente un album de Spirou, Félix. Un album Spirou et la Gorgone bleue, dans lequel plusieurs personnages à la peau noire sont représentés avec des lèvres énormes et proéminentes, à tel point que beaucoup croyaient au début voir des singes représentés, des singes avec des vêtements et pas des humains. Alors forcément, ça a provoqué un tollé, comme on l'entend par exemple avec cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux par la Ligue de défense noire africaine. Est-ce un homme noir ou est-ce un chimpanzé? Est-ce qu'on a affaire à des gorilles ou est-ce qu'on a affaire à des Africains? Regardez à côté de ça comment l'homme blanc est dessiné. Petite frange, petite coupe, on dirait des humains. Les noirs à côté sont dessinés comme des macaques. Je suis désolé, ce dessin est négrophobe. Il s'inscrit dans la pure tradition française des dessins négrophobes de l'époque coloniale et de l'époque de l'esclavage. Chez les éditions Dupuis, c'est passé au calme. Le mec qui a fait les couleurs n'a rien dit. Le mec qui a fait le marketing n'a rien dit. L'éditeur n'a rien dit. Personne n'a rien dit. C'est ce qu'on appelle le racisme systémique. Et ce bouquin, il va se retrouver dans les CDI de vos enfants. Il va se retrouver dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques. Alors, face aux nombreuses réactions de ce type, la maison d'édition Dupuis annonce le retrait de l'album. Elle reconnaît, je cite, une erreur d'appréciation et présente ses excuses. Nous sommes profondément désolés si cet album a pu choquer et blesser. Cet album qui s'inscrit dans un style de représentation caricaturale hérité d'une autre époque, ajoute le communiqué de l'éditeur. Alors, il se trouve que ce dessinateur belge de 81 ans était, semble-t-il, plus connu pour des albums à l'humour érotique que pour des Spirou. Il avait été interviewé, en tout cas, par Paris Match en août à propos de cet album, La Gorgone bleue. Et il explique alors avoir montré ses planches à son éditeur qui les avait acceptées, validées, mais il précisait avoir redessiné les femmes noires, je le cite, parce qu'on me disait qu'elles avaient des trop grosses lèvres. C'est vraiment ce qu'il expliquait dans Paris Match. Bon alors visiblement certaines planches étaient passées à côté de cette correction de ses dessins. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous. Dans quelques instants, le coup de projecteur des vraies voix. Un retour sur la répression extrême en Afghanistan, où les talibans interdisent aux femmes aujourd'hui de se parler entre elles. Alors que l'ONU envisage de réintégrer l'Afghanistan, le pays mérite-t-il encore d'être parmi les autres nations? Alors parlons vrai. Assiste-t-on à une nouvelle extrémisation des talibans, si c'est possible? Est-ce que l'Afghanistan est définitivement perdu aux mains des talibans? Et à cette question, interdiction aux femmes de se parler, faut-il mettre l'Afghanistan des talibans au banc des nations? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Sarah Kalenia, avocate en droit de l'homme et des droits humanitaires, sera avec nous dans quelques instants. On fait une petite pause, on arrive tout de suite. On est un petit peu en retard.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus. On l'annonce que demain nous ne serons pas en compagnie des vraies voix, ce soit Jean-Marie Bordry. Mais vous savez que vous allez me manquer et vous me manquez déjà. Oh, c'est mignon. Choupinou. Ah, ça fait du bien un peu d'amour. Il n'en pense pas un mot, mais sinon, quel acteur. J'ai ma place à Hollywood, c'est ça? C'est ça, Hollywood. Et avec nous Philippe Bilger, Sandrine Pégan, avocat pénaliste, et Sébastien Ménard. On vous souhaite la bienvenue, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les talibans viennent désormais d'interdire aux femmes de parler entre elles en Afghanistan. Le ministère du Vice et de la Vertu vient de promulguer une nouvelle loi, samedi 26 octobre, qui impose aux femmes de ne pas entendre la voix d'une autre femme. Et en cas de non-respect, les femmes seront arrêtées et envoyées en prison. La loi est fermement ancrée dans les enseignements islamiques. Les rejetés sont cherchés à les comprendre et selon nous, une expression d'arrogance. Pour un musulman, critiquer ces lois peut conduire au déclin de sa foi. Et récemment, Richard Bennett, rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, s'est vu interdire l'accès au territoire. D'après un haut responsable taliban interrogé par le Télégraphe, quelqu'un devrait arrêter le chef suprême. Beaucoup de talibans sont en colère et craignent qu'avec tout ce que font les dirigeants, nous puissions perdre l'Afghanistan aussi vite que nous l'avons conquis. C'est la nouvelle infamie des talibans dans l'effacement des femmes dans l'espace public et de la société afghane. Le régime leur interdit désormais de se parler entre elles, ce alors que l'ONU prône de réintégrer l'Afghanistan des talibans au sein de la communauté internationale. Alors parlons vrai. Est-ce que c'était prévisible quand on a abandonné Kaboul en août 2021? Faut-il des sanctions contre les talibans, mais contre les régimes qui soutiennent les talibans? Je pense en particulier au Pakistan. Et à cette question, interdiction aux femmes de se parler, faut-il mettre l'Afghanistan des talibans au banc des nations? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invitée Sarah Kalenia est avec nous, avocate en droit de l'homme et droit humanitaire. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, maître. Philippe, de difficile actualité à commenter. Là, on va arriver à quelque chose qui ne nous permet plus de faire de la drôlerie réelle ou prétendue. Ouais. Lorsque Le Drian, à l'époque, disait qu'on allait avoir affaire à des talibans modérés, en quelque sorte, et qu'on voit que pratiquement chaque jour... parce que probablement la réprobation internationale et la riposte ne sont pas assez fortes, les talibans se permettent absolument n'importe quoi. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ce que j'appellerais la répudiation du féminisme. On n'est même plus dans l'indignité. Je n'ai pas eu de mots hier soir pour appréhender cette horreur absolue qui transgresse l'élément fondamental qui renvoie à notre humanité dans le rapport entre les hommes et les femmes, et entre les femmes elles-mêmes, elles n'ont plus le droit de se parler. C'est inconcevable. Alors, vous avez cité Le Drian, mais juste un mot, le département d'État américain était sur la même ligne à l'époque. Je tiens quand même à le rappeler, parce que c'est les derniers à avoir quitté Kaboul. Sébastien Ménard ou Sandrine Pégan? Sandrine. Moi, ce sujet, sincèrement, il me donne la chair de poule. Elles étaient déjà sans visage, ces femmes, et maintenant elles sont sans voix. Parce qu'en fait, c'est ça concrètement, c'est que là, aujourd'hui, donc depuis cet été déjà, elles n'avaient pas le droit de chanter et de lire à haute voix, et maintenant elles peuvent même pas réciter le Coran à haute voix, c'est-à-dire que les autres femmes ne peuvent pas les entendre. Même chez elles. Même chez elles, même à domicile. À un moment donné, il faut que tous les États, que tous les pays s'insurgent contre ça. Il faut dénoncer ces lois. Alors, la nouvelle loi là, du ministre du vice et de la prévention... Du vice et de la vertu. Oui, du vice et de la vertu. Rien que le nom du ministère. Ça suffit, oui, le nom du ministère. Mais je trouve ça scandaleux. Alors, non pas parce que je suis une femme, mais je me dis à un moment donné, ces femmes, on les muselle et de trop. Et alors, la seule chose, moi, où je trouve le point positif, c'est que aujourd'hui, et je le vois dans mon cabinet, c'est que grâce à ces mesures discriminatoires, ces femmes obtiennent plus facilement l'asile politique, parce que justement, du fait de leur genre et de leur sexe, et du fait aussi qu'elles viennent de l'Afghanistan, elles obtiennent plus facilement l'asile politique. Et c'est la seule chose positive dans ça. Sébastien Ménard. Malheureusement, on peut en parler, on va pouvoir quelque part se confondre
avec les victimes, mais la réalité, c'est que il faut quelle solution peut-on apporter? On s'indigne ici à Paris, on s'indigne à New York, on s'indigne partout. Faut juste pas oublier qu'on les a. Qu'il y a beaucoup de gens qui s'indignent vraiment. Pas tant que ça. Non, moi je trouve qu'on s'indigne pas. Non, c'est quand même très très. Mais alors, si je vais au bout de ce que vous pensez, pourquoi? La réalité, c'est qu'on a quitté l'Afghanistan. On les a laissés à leur triste sort. On savait très bien quand les Américains, quand le dernier contingent d'Américains décide de faire sortir le dernier Hummer, etc. On sait très bien ce qui va se passer. Attention, on savait, l'Occident le savait, l'Europe le savait, on n'a rien fait. Donc si aujourd'hui, c'est pas les plus grandes tirades à la tribune des Nations Unies, une énième résolution, des pétitions dans différents journaux hebdomadaires, etc., en France ou ailleurs. Mais même ça, on le voit pas. On le voit pas. Non mais quand bien même. Il n'y a pas de pétition, il n'y a rien. Alors qu'en Iran, qu'est-ce qui s'est passé en Iran par rapport aux femmes? Là, pour le coup, le monde entier s'est levé. Il y a une nuance, avec l'Iran. L'Iran, on est dans une théocratie. D'accord ? Mais il y a quand même des voix dissonantes. Voilà. En Afghanistan, il n'y a pas de voix dissonante. Vous l'avez dit vous-même. C'est fermé. On peut même plus parler, on peut plus s'exprimer. Vous la ramenez, vous êtes attrapé, vous êtes torturé, exécuté immédiatement. Immédiatement. Donc, quelle est la solution ? La solution, à part envoyer, mon cher Philippe David, une espèce de super force internationale qui viendrait qu'on n'arrivera pas à mobiliser. Voilà. Surtout avec l'ONU qui décide de les faire revenir. On va, si vous permettez, Sébastien, on va donner la parole à Sarah Kalenia, qui est avocate en droit de l'homme et en droit humanitaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. De votre côté, je sais que vous êtes très impliqué. Quel regard aujourd'hui, j'imagine le même que le nôtre, horrifié sur cette nouvelle annonce? Alors, comme tout le monde, effectivement, horrifié. Et en fait, avec les talibans, on a toujours l'impression qu'à chaque fois qu'on touche le fond, et ils nous montrent effectivement qu'on peut toujours aller plus loin. Avec la loi en août dernier, où ils nous avaient imposé le port, effectivement, du hijab obligatoire, on se disait, OK, là, on peut pas aller plus loin. Et avec cette dernière loi, on se rend compte que si, il est effectivement possible d'aller toujours le plus loin dans la femme et le plus horrible. Parce que ce qui se passe pour ces femmes aujourd'hui, c'est, en vertu du statut de Rome, c'est vraiment un crime contre l'humanité. L'oppression dont elles subissent, pour le coup, c'est facilement qualifiable. Par contre, si je peux me permettre, et pour en parler avec des associations de femmes afghanes qui sont toujours sur le terrain, elles ne sont pas particulièrement favorables à ce qu'on mette justement l'Afghanistan au banc des nations. Pourquoi ? Parce que si on les met au banc des nations, on arrête d'en parler. On arrête de parler, on arrête de nouer le dialogue avec les talibans. Et pour le coup, le dialogue, une fois qu'on a perdu le dialogue avec les talibans auront gagné. Donc pour le coup, exclure totalement le pays, c'est pas l'idéal. Surtout que le pays aujourd'hui s'exclut lui-même. Ils ont fermé beaucoup d'ONG internationales dans le pays. Ils ont fermé des instances de l'ONU dans le pays. Et ils ont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, interdit au rapporteur spécial de l'ONU, pour le coup, d'entrer dans le pays. Donc, le banc des nations, ils se mettent déjà eux-mêmes. Et d'un autre côté, d'un point de vue économique, ils sont en train de se rapprocher du Qatar, des Émirats Arabes Unis, de la Chine. Il y a plein d'accords commerciaux qui sont faits avec ces pays, des pays qui, au niveau des droits de l'homme, on va pas se mentir, s'en fichent un peu. Donc, la démarche de l'ONU, au contraire d'essayer de tendre la main et de renouer un dialogue, je la trouve pas si, on va dire, idiote que ça. Et au contraire, d'une façon de renouer le dialogue avec les talibans. Non mais excusez-moi, quand l'Afrique du Sud pratiquait l'apartheid, on les a interdits de toute compétition sportive, etc. pour cause de discrimination raciste. Pourquoi est-ce qu'on ne vire pas les talibans? Moi j'ai eu honte de les voir au JO de Paris pour discrimination sexiste. Je suis entièrement d'accord, on pourrait effectivement, mais après qui va être puni au final? Parce que les talibans s'en fichent un peu concrètement de nos interdictions et de nos soulèvements et de nos indignations qui ne durent, on va pas se mentir, jamais très longtemps. Donc si vous les privez à peu près de tout, au final les seules personnes qui seront punies, ce sont effectivement les femmes et ce seront toutes les personnes les laissées pour compte sur place. Maître Sébastien Ménard a évoqué l'Iran. Il y a des voix dissidentes, mais malheureusement en Iran, elles sont exécutées, les voix dissidentes. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de la situation de ce pays? Et avant de revenir à l'Afghanistan, j'entends bien ce désir en permanence de garder des liens en espérant des progrès, mais est-ce que il ne faudrait pas réviser cette conception de la diplomatie quand on constate que ça ne sert rigoureusement à rien et qu'en réalité, ça amplifie les désastres humains et l'impunité de ces malades?
Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a un problème au niveau de la diplomatie. Mais si je peux me permettre de prendre une analogie, quand vous avez en face de vous un mauvais élève, quelqu'un qui est mauvais à l'école, vous n'allez pas le mettre dans un coin en lui disant débrouille-toi tout seul, apprends tout seul de tes erreurs et reviens vers moi effectivement quand tu auras appris à t'améliorer. Vous lui tendez la main au contraire pour essayer justement de l'aider à s'améliorer. Donc j'entends très bien. Du point de vue de l'Iran, effectivement, ce qui se passe dans le pays, d'un point de vue du droit, on peut effectivement absolument tout qualifier. Crime contre l'humanité, apartheid envers les femmes, etc. C'est monstrueux également ce qui se passe sur place. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure d'une initiative que l'on pouvait prendre. Il y a beaucoup d'ONG et de militants des droits des femmes et des droits de l'homme qui aujourd'hui militent notamment pour la reconnaissance de l'apartheid de genre en Afghanistan et en Iran, justement pour mettre en place des procédures devant la Cour pénale internationale. Donc ça peut être effectivement une belle initiative à soutenir. Une autre initiative à soutenir pour soutenir ces femmes afghanes, il y a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, l'Australie, le Canada, l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont lancé une procédure contre le gouvernement afghan devant la Cour internationale de justice, justement pour discrimination de genre et mépris des femmes. Aujourd'hui, la France n'a pas rejoint cette initiative. Donc effectivement, une action concrète qu'on pourrait faire, c'est de faire pression sur nos élus, nos députés, nos ministres, pour rejoindre à nos tours cette initiative et pour le coup, forcer les talibans à répondre à toutes les obligations auxquelles ils sont liés, notamment sur les conventions internationales en matière de discrimination des droits des femmes. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une ambassade d'Afghanistan à Paris et un ambassadeur. Pourquoi il n'y a pas de relation en fait? Pourquoi on n'entend pas parler de lui? Pourquoi il n'y a pas de négociation, de diplomatie de Sébastien Ménard, par exemple? Mais moi, je suis désolé, madame, mais moi, je ne pense pas qu'il faille discuter avec ces régimes. Moi, je pense qu'il faut les mettre au banc. Il faut faire pression sur leurs partenaires économiques. Donc, quand vous avez effectivement le principal étant le Pakistan, quand vous avez alors il y a des États plus ou moins fréquentables. Voilà, il y a aussi des États plus ou moins fréquentés. Quand on parle de l'Inde, quand on parle de la Chine, quand on parle de tous ces pays qui viennent commercer avec des États totalitaires, qui asservissent leur population, qui discriminent tout un pan de l'humanité et qui effectivement qui musellent, qui torturent et qui exécutent toute forme d'opposition, j'ai pas envie. Ça, on n'est pas dans le mauvais élève là. On n'est pas dans le mauvais élève, c'est pas le mauvais élève au fond de la classe. On est dans les pires immondices que l'humanité a pu créer. Alors donc, on a fini Sébastien Ménard, mais il y a peut-être un pont entre de garder le contact et effectivement mettre au banc tous ceux qui travaillent avec les Afghans et qui continuent en tout cas ces relations pour de mauvaises raisons. En tout cas, Sarah Kalania, merci beaucoup d'avoir été avec nous, avocate en droit de l'homme et en droit humanitaire, pardon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe Bilger, merci beaucoup Sandrine Pégan, merci beaucoup Sébastien Ménard. Merci. Dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France, avec aussi des choses qui ne devraient pas vous plaire totalement, qui vont vous agacer aussi. On en parle dans un instant avec nos invités. À tout de suite.